Bonjour, bienvenue sur le plateau d'ABCD Doc. Aujourd'hui, nous allons parler de l'infection par le VIH. Et pour cela, j'ai invité deux personnes. Anne-Marie Mandengue de l'association AIDE et le docteur William Vandrios, qui est infectiologue à l'hôpital Henri Mondor à Créteil à PHP. Quant à moi, je suis le docteur Sébastien Gallien, je suis infectiologue dans le service d'immunologie et maladies infectieuses de l'hôpital Henri Mondor à Créteil à PHP. Alors, l'infection par le VIH, c'est une infection qui est largement répandue dans le monde. Il y a à peu près environ 37 millions de personnes qui vivent et qui sont porteurs du VIH actuellement. C'est aujourd'hui environ 1 million de nouvelles contaminations chaque année et 1 million de décès. La majorité des infections et des personnes infectées se situent en Afrique subsaharienne. Pour ce qui est de la France, c'est beaucoup moins important, mais on estime aujourd'hui environ 150 000 personnes qui vivent avec ce virus et 6 000 nouveaux cas chaque année, ce qui fait que voilà, ça reste une infection active. Alors, qu'est-ce que c'est que le VIH de manière très simple? Le VIH, c'est une infection liée à un virus, le virus du VIH, du virus de l'immunodéficience humaine, qui se transmet essentiellement par voie sexuelle, mais également lors de transmission de la mère à l'enfant, à la fin de la grossesse, lors de l'accouchement et quand il y a allaitement, lors de l'allaitement, ou par le sang, que ce soit lors de la toxicomanie ou de l'échange et de transfusion de produits sanguins. Une fois que la personne est infectée et a le virus, il va garder le virus toute sa vie et sans traitement, chez la grande majorité des personnes, eh bien, le virus va, avec des délais variables de plusieurs années, détruire spécifiquement certains globules blancs du système immunitaire qu'on appelle les lymphocytes CD4 qui sont impliqués dans la défense contre un certain nombre d'infections. Et l'infection par le VIH va développer ce qu'on appelle une baisse du système immunitaire, une immunodépression, et la survenue de maladies liées à cette immunodépression définit ce qu'on appelle le SIDA, le syndrome d'immunodéficience acquise, qui est différent d'être juste porteur de l'infection par le VIH. Alors, cette infection, elle est connue depuis presque 40 ans, et donc aujourd'hui, on a accès à des traitements efficaces, et ça depuis plusieurs années, des traitements qui s'améliorent d'année en année. Ces traitements sont des traitements qui bloquent le virus, qui sont suspensifs et qui, pour être actifs à long terme, doivent être associés. Et c'est le principe de la trithérapie. Et aujourd'hui, grâce à la trithérapie, on a la possibilité de bloquer efficacement le virus, d'empêcher que le système immunitaire se détruise et que le système immunitaire détruit se corrige et redevienne normal. Alors, Anne-Marie, en pratique, côté patient, côté associatif, comment ça se passe, la prise de ces trithérapies? Alors, bonjour. L'association AIDE est donc une association de loi 1901, créée en 1984 par le sociologue Daniel Defer. Après le décès de son compagnon qui était Michel Foucault, le philosophe, Daniel Defer a créé cette association pour venir en aide aux malades. D'ailleurs, le AIDE, quand on enlève le E, veut dire SIDA en anglais, d'où le nom AIDE. À l'époque, les malades étaient rejetés, en 1984 bien entendu. Il n'y avait pas encore des trithérapies. Essentiellement la communauté homosexuelle qui était concernée par la maladie avait cœur de se constituer en groupe pour pouvoir mener auprès des hôpitaux le combat qui est l'accès aux médicaments, l'accès aux droits. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas puisqu'il y a les trithérapies. L'action de AIDE c'est beaucoup plus étendu.
ainsi qu'auprès de la communauté immigrante, la communauté aussi des consommateurs de produits psychoactifs. Aujourd'hui, aide à quand même 76 lieux d'action en France, puisque c'est la première association française de lutte contre le sida et les hépatites virales. Aide à 76 lieux d'accueil en France et dans les départements d'outre-mer. Ce qu'on observe au quotidien aujourd'hui par rapport au traitement, c'est plutôt une amélioration des conditions de vie des personnes séropositives, une qualité de vie plutôt, je dirais, comme tout un chacun, sachant que les traitements permettent aux personnes d'avoir une situation professionnelle normale, d'avoir des enfants, voilà, donc cette évolution est très significative et nos permanences hospitalières, notamment à l'hôpital Henri Mondor, nous permettent d'agir avec la personne, mais pas pour la personne, pour que le malade puisse rester, comment dire, au centre de toutes les actions que nous menons. Voilà. Alors, c'est vrai qu'il y a une vraie amélioration. C'est vrai que grâce à la trithérapie, qu'aujourd'hui, quelqu'un qui est bien suivi sous trithérapie a une espérance de vie qui est sensiblement égale à quelqu'un qui n'est pas infecté par le VIH, que c'est une vie normale, une vie à la fois professionnelle, une vie affective, la possibilité d'avoir des enfants et des enfants qui ne seront pas contaminés. Et aujourd'hui, on ne parle plus de malades, on ne parle même plus de personnes infectées par le VIH, on parle de personnes vivant avec le VIH. Voilà. William, vous voyez régulièrement dans votre cadre professionnel des personnes infectées par le VIH. Comment ça se passe, vous, en pratique, du côté médical, je veux dire la gestion, le choix de la trithérapie et, je dirais, le suivi que ça implique? Alors moi, du coup, mon action vis-à-vis du VIH, en secteur d'hospitalisation et en consultation. Finalement, les gens qui sont hospitalisés pour une infection par le VIH, ça reste quelque chose de plus en plus rare. C'est des patients qui sont en rupture de traitement ou des migrants qui arrivent directement sans traitement et qui passent initialement par l'hospitalisation pour qu'on les aide. Mais finalement, la grosse population du VIH maintenant est suivie en consultation. Donc, un patient qui vit avec le VIH, qui prend bien son traitement tous les jours, peut avoir, donc, comme vous l'avez dit, une vie normale et avoir un suivi médical en consultation avec des consultations assez espacées, de 2 à 4 fois par an, un suivi peut-être plus rapproché selon sa demande aussi, et notre proposition, les 6 premiers mois, qui sont le début peut-être le plus difficile pour le patient, avec le choc de la découverte de l'infection, et les débuts des traitements, qui sont finalement, malgré les avancées, les patients ont toujours des a priori sur le début des traitements qui pensent très difficile au début à prendre. Finalement, maintenant, la lutte dans les traitements, c'est des traitements de moins en moins avec des effets secondaires. Il y a des patients qui disent même « j'ai pas eu d'effet secondaire, est-ce que ça marche, votre traitement ?» Et ça marche. Et donc on les voit au début de manière plus rapprochée, comme je vous disais, avec des contrôles de la quantité de virus dans le sang, la charge virale, et des CD4, comme vous parliez tout à l'heure, les globules blancs qui protègent. Donc on fait ces contrôles les 6 premiers mois de manière un peu plus rapprochée pour voir l'efficacité du traitement. Et une fois que le patient est devenu indétectable, c'est-à-dire que la quantité de virus dans le sang est infime, qu'il n'a plus vraiment de risque de contaminer, le suivi est beaucoup plus espacé. Et dans ce suivi, qu'est-ce qu'on fait? On discute des traitements, de la possibilité de simplifier ou pas ces traitements, et notamment la possibilité d'accès à un traitement en comprimé unique, donc un seul comprimé par jour, qui est pris à un moment de la journée que préfère le patient, avec ou sans le repas, et en fonction de ses antécédents et de ses désirs vis-à-vis de quelle molécule prendre tous les jours. Et avec ces traitements en un comprimé par jour, donc il y en avait un qui est arrivé dans les années 2005, la Tripla, c'était la première fois qu'il y avait un comprimé unique. Maintenant, on en a 5, donc on a plus de possibilités de traitement unique, et les patients
normalement, s'ils prennent bien leur traitement, peuvent avoir accès à ce comprimé. Par ailleurs, dans la consultation, on joue aussi sur tout le reste. Donc, c'est-à-dire que le patient, finalement, un patient jeune va être peut-être mieux suivi qu'un patient qui n'a aucune infection. Et du coup, ça va augmenter l'espérance de vie, puisqu'on va le suivre sur ses vaccins, sur sa sexualité, sur les autres facteurs de risque. Et on va possiblement lui donner l'accès aussi à des psychologues, à des sexologues, à des diététiciens. Voilà, il va être pris dans une charge globale et on va être un peu son médecin traitant, son médecin généraliste de tout ça autour de l'infection. Parce que c'est vrai que c'est développé là sur le versant maladie chronique, maintenant une prise en charge qui est multidisciplinaire, qui n'est plus juste centrée sur l'infection virale qui finalement est facilement, enfin aisément contrôlée avec des molécules très efficaces, faciles à prendre, et on n'est plus sur une orientation un peu multidisciplinaire, et comme vous le disiez, sur le dépistage et la prévention d'un certain nombre d'autres maladies, que ce soit les maladies cardiovasculaires chez les gens tabagiques sédentaires, des maladies pulmonaires, des aides psychologiques, parce qu'il n'en reste pas moins que c'est une maladie psychologique avec un fort retentissement sur un certain nombre d'interactions familiales. C'est une maladie pour laquelle il y a encore un sentiment d'exclusion qui est particulièrement marqué dans certaines communautés, en particulier chez les migrants. D'où l'utilité des associations. Voilà, c'est vrai l'intérêt des associations et des aides à la prise de médicaments chroniques, comme il peut y avoir dans toutes les maladies, le diabète avec des consultations d'observance. Donc maintenant, de manière générale, c'est vrai que ça a été vrai dès le départ de l'infection par le VIH, où il fallait de toute façon œuvrer et lutter ensemble rapidement sur cette maladie qui décimait. Maintenant qu'on a le traitement, on a gardé, c'est vrai, cet élan de multidisciplinarité et de travail et de collaboration avec les associations de patients. Et avec les patients. Justement, c'est ce que nous faisons au quotidien lorsqu'on accueille donc, les personnes séropositives qu'on rencontre au sein de l'hôpital. Notre rôle, c'est aussi, comme je disais au début, d'agir avec, mais pas pour les personnes séropositives. On les invite, on propose de venir dans nos lieux d'accueil pour aussi avoir la parole libre, s'exprimer librement. Malgré que les traitements améliorent leurs conditions de vie, on constate encore que les personnes sont quand même isolées sur le plan familial, sur le plan culturel. Pas toutes les personnes, mais l'isolement est encore là. Et notamment, les associations jouent ce rôle de renforcer les liens, de réconfort, de soutenir, d'accompagner physiquement, moralement les personnes et trouver toujours des moyens adaptés, surtout à leurs besoins, et de façon individuelle et collectivement aussi autour des groupes de parole ou de l'accueil individuel. Alors c'est vrai que j'indiquais au début, un peu dans l'introduction, que l'infection par le VIH, c'est une infection qui est encore active, qu'il y a 1 million de nouvelles contaminations dans le monde. Il y en a environ 6 000 en France. On sait que sur les 150 000 personnes qui sont infectées par le VIH en France, il y en a à peu près 20% qui ne connaissent pas leur statut pour le VIH. Et ces 20%, on estime qu'ils sont responsables de la majorité, entre 60 et 80% des nouvelles contaminations. Et c'est vrai qu'un des grands enjeux, alors que maintenant c'est une maladie qui est chronique et qu'on contrôle bien, même si c'est une maladie et un virus qu'on va garder toute sa vie, il y a un grand enjeu sur le dépistage, parce que dépister, c'est traiter, d'accord ? Ça veut dire évidemment aussi modifier un petit peu ses comportements, et qu'aujourd'hui on sait que le traitement est un moyen de prévention, un des plus efficaces, parce que quand on contrôle le virus, les personnes qui vivent avec le VIH sont beaucoup moins, voire pas contaminées. Et donc il y a un grand élan sur le dépistage et la prévention. Et c'est vrai que les associations ont un grand rôle à jouer là. On voit
partout, en tout cas dans les transports en commun, les affiches, des affiches de dépistez-vous, dépistez-vous. Comment ça se passe en pratique, Anne-Marie? D'accord. À l'association Aide, en pratique, nous sommes donc des militants qui vont vers le public, proposer les mots de prévention en distribuant gratuitement, donc en mettant à la disposition du public, du grand public, des préservatifs, et aussi, surtout, donc parler de ce dépistage rapide qui existe aujourd'hui, proposer aux personnes de se faire dépister gratuitement. Est-ce que vous pouvez éventuellement juste nous dire ce que c'est ce dépistage rapide, là, ce test rapide d'orientation diagnostique, ce qu'on appelle les TROD? Oui, alors c'est le test d'orientation, le test rapide d'orientation et diagnostic, qui consiste donc de dépister une personne à l'issue d'un entretien individuel dans le cadre de la confidentialité, dans le non-jugement, permettre à la personne de nous donner son consentement éclairé. Et à la suite de ce consentement éclairé, lors de cet entretien, on lui propose le dépistage au bout du doigt, qui a le dépistage au bout du doigt, et le résultat, donc, c'est dans les minutes qui suivent. Oui. Ce qui permet de lutter contre l'attente du alors, patient. Ça permet à cette personne, dépister, surtout, merci, surtout, ça permet à la personne, la personne ou les personnes qui n'ont pas accès facilement au système de soins, puisque on a observé et constaté qu'il y a une certaine population par rapport à leur situation administrative, ne peuvent pas accéder facilement dans les hôpitaux, n'ont pas une couverture sociale, etc. Donc on va vers ces personnes-là. Ça permet aux personnes de se faire dépister, de les orienter aussi dans les structures de soins, des structures de précarité. Et ça permet également aux personnes de se prendre en charge rapidement, puisqu'on travaillons en lien justement avec des hôpitaux et aussi des hôpitaux. Alors parmi les éléments dans la prévention, donc, il y a effectivement la prévention des infections sexuellement transmissibles, le préservatif, le dépistage avec un rôle du dépistage rapide. Après il y a aussi tout l'intérêt, l'intérêt du dépistage également vis-à-vis du médecin traitant ou en cas de prise de risque, et a été développé maintenant depuis plusieurs mois chez les personnes qui sont très à risque, qui passent probablement entre les gouttes de ces éléments de prévention, ce qu'on appelle le traitement pré-exposition, la PrEP. Est-ce que, William, vous pouvez nous détailler un peu ça? Donc, qui est arrivée pour donner un moyen de prévention en plus des autres. C'est donc la PrEP, traitement pré-exposition, a commencé un peu aux États-Unis il y a déjà plus de 2 ans avec des bons résultats de la communauté homosexuelle de Californie, avec une diminution quand même un petit peu des transmissions chez les gens qui prenaient la PrEP. La PrEP, ça consiste à prendre un comprimé de Truvada. Le Truvada, c'est une association de 2 médicaments, une bithérapie, qui est déjà donnée dans les traitements, dans les trithérapies habituelles. C'est un médicament dont on a beaucoup de recul et qui est donné très fréquemment chez les gens qui vivent avec le VIH. Et donc, chez les gens non infectés, c'est proposé ce traitement en prévention de l'infection par le VIH qu'il faut prendre du coup. Alors il y a plusieurs schémas de PrEP. Il y a des schémas où les gens le prennent tous les jours ou à la demande en fonction des rapports sexuels qui sont possiblement par exemple le week-end. Donc ça peut être une PrEP qui entoure le week-end. Donc elle est plutôt axée à ce jour vers la population homosexuelle. On voyait une diminution de la mise du préservatif et on avait besoin de lutter contre cette contamination. Donc c'est en rien un remplacement du préservatif. Il y a eu beaucoup de discussions autour les infectiologues. On s'est demandé est-ce que ça va faire diminuer le reste. On s'est rendu compte quand même que les gens qui venaient pour une demande de PrEP étaient du coup accédés au dépistage et au suivi médical. Donc une consultation PrEP, c'est le dépistage des autres infections sexuellement transmissibles qui sont, rappelons-le, augmentent le risque de se contaminer par le VIH si on en a une, par exemple la syphilis.
Et donc les patients sont suivis de manière assez rapprochée pour avoir ce médicament, le Truvada. Les effets secondaires, on va dire, sont les mêmes que pour le traitement pour la trithérapie. Faut le rappeler, hein, c'est quand même un traitement du VIH. Et donc les prises voilà, sont très variables en fonction des besoins. Après, au-delà de la PrEP, il y a aussi le TPE, ça fait beaucoup d'abréviations. Le TPE, c'est le traitement post-exposition. Ça, c'est quelque chose qui est aussi dans la lutte contre la dissémination de l'infection par le VIH. C'est le fait de prendre, après un rapport de sexuel à risque, soit sans préservatif ou le préservatif qui a rompu, de prendre des médicaments contre le VIH, cette fois-ci une trithérapie. Donc, qui est soit une association de Truvada avec un autre médicament, soit un comprimé unique. Cette trithérapie, on y a accès dans toutes les urgences de France, ou en consultation avec des infectiologues, dans les centres de dépistage anonymes et gratuits. Et donc l'objectif, c'est de prendre ce traitement dans les 48 heures après le rapport sexuel à risque. Et plus c'est pris tôt, plus le risque de contaminer, d'avoir le VIH est faible. Donc le conseil, c'est vraiment, s'il y a eu un accident ou quelque chose comme ça, d'aller le plus rapidement. Et il y a des moyens de prévention, le traitement post-exposition. Donc finalement, pour conclure, en 2017, l'infection par le VIH, certes, c'est une infection active. C'est une infection qui est tout à fait accessible à un traitement, qui permet finalement d'avoir une vie normale, qu'il y a des stratégies de dépistage et de prévention de plus en plus efficaces, et ce qui permet aujourd'hui d'avoir une infection qui est une maladie chronique et qui n'est plus du tout, qui n'a plus du tout les mêmes évolutions qu'il y a plusieurs années. Alors qu'est-ce qu'il en est maintenant en termes de recherche et d'évolution? Il y a de la recherche qui continue, qui a été très très active et qui reste très active, qui est à la fois sur l'amélioration des nouveaux traitements, avec des molécules qui sont de plus en plus efficaces, mieux tolérées, des prises qui seront de plus en plus espacées, avec probablement d'ici quelques mois des stratégies de traitement en injectable, une fois par mois ou tous les 2 mois, des stratégies également de prévention plus adaptées, voilà. Et derrière ça, une amélioration, je dirais, d'un traitement de plus en plus efficace et de mieux toléré. Après, il y a toujours la question sur la recherche plus fondamentale sur va-t-on arriver à éradiquer ce virus qui reste à l'intérieur de soi et qu'aujourd'hui les traitements ne peuvent pas retirer, ou est-ce qu'on a accès à des vaccins efficaces? Aujourd'hui, ça reste dans le domaine de la recherche, sans application, je dirais à court et à moyen terme. Mais c'est vrai que voilà, l'évolution et la dynamique de la recherche dans le VIH avancent très vite. Je vous remercie beaucoup pour votre participation. Merci. Et puis, je remercie les personnes qui assistent à cet ABC Doc. Voilà. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir.